Un très grand bonsoir à tous. Cette nouvelle session, justement, donc consacrée au point marché financier avec Carmignac, et en particulier avec William Charon, spécialiste produit au sein de la société. Bonsoir William. Bonsoir Imen, bonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, chers participants, n'hésitez absolument pas à intervenir, n'hésitez pas à poster vos remarques et surtout à poser vos questions. William, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec un commentaire sur les principaux indicateurs clés. Alors oui, pour cette dernière de l'année, en tout cas de l'année 2023, on va revenir sur ce qui s'est passé en novembre, qui a été un mois assez important, hein, comme vous pouvez le voir dans les évolutions. Alors les 2 derniers mois ont affiché des fortes baisses, que ce soit sur les marchés obligataires ou les marchés actions. Si vous vous souvenez bien, les 2 derniers mois, on avait des taux qui remontaient, qui expliquaient notamment la baisse des marchés actions. Sur le mois de novembre, on a vraiment eu un inversement de la tendance, un inversement complet, hein, avec des hausses spectaculaires sur les actions. On est aux alentours de 8% sur la zone euro, 9% aux États-Unis. Avec seul bémol la Chine qui a encore une fois, hein, et c'est un peu le symbole de cette année qui est en retard, comparé aux autres indices, mais qui affiche quand même une performance positive. Alors si on s'aperçoit, ce mouvement, il s'est également accompagné d'un mouvement de baisse des taux. Donc vous le voyez, en Europe ou aux États-Unis, on a eu une forte baisse des taux. Donc ce mouvement, ça s'est inversé en novembre pour plusieurs raisons. Notamment, on a commencé à avoir des premiers chiffres de ralentissement économique aux États-Unis. Donc vous avez l'économie américaine était très résiliente depuis le début de l'année. Ça commence à ralentir. On a des indicateurs avancés qui commencent vraiment à ralentir de manière importante. De plus, on a l'inflation qui continue de baisser. Donc on est vraiment on va dire dans cette vision où on a ralentissement de l'économie et l'inflation qui baisse. On a eu des discours de banquiers centraux qui ont été un petit peu plus donc un petit peu moins ce qu'on appelle hawkish, donc en faveur des hausses de taux ou d'un resserrement de la politique monétaire, mais un petit peu plus au contraire à commencer à pouvoir envisager des baisses de taux dès l'année prochaine. Donc tout ça, ça a donné vraiment un peu d'impulsion aux investisseurs avec la fin de l'année arrivant. Voilà, ça a remis un petit peu de baume au cœur et on a eu une hausse vraiment très importante, hein, en 4 semaines de tous ces indices. Si on regarde également, on a l'euro-dollar donc l'euro qui s'est apprécié vis-à-vis du dollar, notamment parce qu'il y a des commentaires, comme je le disais, hein, des banquiers centraux et notamment de la Fed sur des potentielles baisses de taux aux États-Unis l'année prochaine. Donc ça fait rebondir l'euro ou en tout cas baisser le dollar de ce point de vue-là. Alors en Europe, la situation macroéconomique, bon, elle est un peu différente qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que l'économie est quand même moins résiliente, hein. On a eu le PIB français qui a été révisé à la baisse pour le troisième trimestre. On a certains pays comme par exemple la Suède qui sont en récession. Donc en Europe, la situation elle est quand même un petit peu plus dégradée qu'aux États-Unis. Mais néanmoins, on est un petit peu dans ce paradigme de la mauvaise nouvelle économique et la bonne nouvelle quelque part la bonne nouvelle pour les marchés, parce que mauvaise nouvelle économique veut dire moins de pression sur les taux et veut dire moins de pression sur les valorisations. Ton focus macroéconomique, tu l'as justement donc centré sur le scénario pour 2024. Donc, qu'est-ce que va nous réserver 2024 selon vous, selon Carmignac, à l'instant T? Chez nous, il y a vraiment 2 idées principales. La première, c'est qu'on pense et on prévoit une décélération de la croissance. Alors je vais y venir, elle est un petit peu différente entre les États-Unis et l'Europe et même la Chine. Mais globalement, un ralentissement de la croissance mondiale. Et de l'autre côté, on va avoir cette inflation qui, je vous rappelle, est un petit peu notre boussole, hein, qui est un petit peu revenue. Et cette inflation, on est actuellement dans une zone de désinflation qui est pour nous conjoncturelle. Et on pense que voilà, il y a des risques que l'inflation reparte à la hausse à un moment donné. On va peut-être y revenir. Alors, d'un point de vue de nos scénarios du coup central, qui est le ralentissement de la croissance, on va quand même avoir différents scénarios en fonction des zones géographiques. Aux États-Unis, je le disais, la croissance a surpris
dans cette année 2023. Elle a surpris positivement, hein, elle a été plus résiliente que prévu. Et la croissance au troisième trimestre était de plus de 5%, hein, de la croissance du PIB. Donc c'est vraiment très impressionnant. Le marché du travail a tenu. Donc globalement, aux États-Unis, ça nous avait surpris. Néanmoins, nous, on pense que la croissance, elle devrait rester solide au début d'année, mais comme on a commencé à le voir dans les indicateurs avancés économiques, petit à petit, elle devrait décélérer. On s'attend même à une possible entrée en récession au fur et à mesure que l'année se passe, alors plutôt dans la deuxième partie de l'année aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté d'atterrissage en douceur, vous savez, où vraiment les banquiers centraux auraient pu réussir à ralentir, à baisser l'inflation sans ralentir l'économie. Nous, on pense qu'il y a un moment donné où vraiment l'économie va ralentir, justement parce il y a un effet, hein, quand on monte ces taux, le temps que cette hausse de taux se répercute sur l'économie réelle, ça prend un peu plus de temps que par le passé parce qu'il y a un petit peu moins de taux variable, il y a un petit peu plus de taux fixes, mais petit à petit, ça va l'impacter et ça va avoir un impact sur l'économie américaine. En Europe, la situation elle est un petit peu différente. Comme je disais, les économies ont déjà bien ralenti. On va dire que la hausse des taux a été transmise plus rapidement à l'économie réelle en Europe. Cette situation, on s'attend à ce qu'elle perdure en 2024, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une stagnation de l'économie européenne à des niveaux aux alentours de zéro, parfois en dessous, parfois au-dessus en fonction des pays. Et on s'attend à ce que l'inflation continue sa baisse. Elle a un petit peu de retard par rapport aux États-Unis, mais elle rattrape une baisse. Donc ça, c'est la désinflation que je disais conjoncturelle. Puis ensuite, on a la Chine. Alors la Chine qui a déçu en 2023, qui est maintenant, c'est un ralentissement qui est marqué depuis 2023, hein, ou en tout cas le rebond qui n'a pas été aussi marqué qu'attendu. On s'attend à ce que en 2024, on soit à une croissance autour de 4%. Donc pour la Chine, c'est pas tant que ça, 4%. Alors, ça, c'est la première vision. Néanmoins, il y aura peut-être des politiques de relance. On en parle depuis quelques temps. Elles ont un petit peu du mal à arriver parce qu'il y a notamment un problème d'un point de vue de l'immobilier en Chine qui fait un petit peu peur aux investisseurs et également d'ailleurs aux responsables politiques et qui les empêche d'accélérer et d'appuyer un petit peu trop fort sur l'accélérateur. Donc la Chine, ça va être à surveiller, mais il ne faut pas oublier que la Chine, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà bien appréhendées par le marché, hein. Ça a fortement sous-performé en 2022 et en 2023. Et donc nous, on pense que voilà, la Chine va doucement se remettre en 2024 d'un point de vue économique, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est d'un point de vue de la croissance. Ensuite, d'un point de vue de l'inflation, je vous le disais, pour l'Europe, on s'attend à ce que l'inflation continue à baisser. Néanmoins, on devrait avoir des pressions inflationnistes qui persistent à moyen terme. Donc on en a déjà parlé, je crois, ensemble, mais il y a plusieurs raisons. Donc il y a des raisons structurelles, notamment des raisons démographiques, des raisons de coût du travail, hein. Les pays émergents sont un petit peu moins attractifs que les pays développés. Donc globalement, le coût du travail augmente. Il y a on va dire, il y a de plus en plus de tensions géopolitiques qui entraînent des hausses des coûts des matières premières. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent potentiellement des raisons structurelles, hein, qui expliquent une hausse de l'inflation à moyen terme. Et il y a également des raisons, on va dire, qui sont un peu plus économiques à court moyen terme. Notamment, on s'est rendu compte que l'année dernière, en 2023, la croissance a perduré et a été aussi résistante, parce que justement, on avait une hausse globalement. Alors, on a eu une hausse de l'immigration et donc du marché du travail dans les pays développés qui a soutenu le marché du travail. Et on a également eu une hausse des actifs financiers, donc que ce soit des logements ou des actions, hein, en tout cas au début d'année pour les logements, et des actions qui quelque part, maintient justement ces actifs financiers-là à un certain niveau et qui devrait peut-être entraîner de la part des politiques des pays développés, et je vous dis ça parce qu'en 2024, ça va être important, il y aura les élections américaines, ça peut entraîner justement à des mesures qui soient prises, qui soient inflationnistes,
notamment aux États-Unis, par exemple des mesures de relance. Et ces mesures de relance inflationnistes, bah voilà, ça pourrait justement soutenir cette inflation et la faire redémarrer à partir du moment où celle-ci se sera stabilisée autour de 2-3%, qui est normalement l'objectif de la banque, de la Réserve fédérale américaine. Alors, tu as voulu focaliser ta rubrique pédagogique sur la recherche d'asymétrie, plus particulièrement sur les segments obligataires. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, je voulais en parler parce que justement là, je vous ai parlé d'économie. Bon, c'est bien l'économie, mais qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés? C'est quelque part un petit peu la question qu'on cherche. Euh, Ce que je vous ai parlé, c'est du coup, on attend un ralentissement de la croissance et donc potentiellement à des banques centrales qui mettent un petit peu moins de pression. Même si l'inflation, voilà, je vous en ai parlé, devrait rester à des niveaux assez élevés, il y aurait moins de pression de la des banques centrales, surtout si on a un atterrissage brutal, c'est-à-dire une entrée en récession. Les banques centrales devraient même donner un petit peu de laisse, donc on pourra envisager en 2024 qu'elles baissent leur taux. C'est d'ailleurs ce qui est dans les prix actuellement dans le marché. On s'attend à ce qu'elles baissent leur taux dès le premier semestre 2024. Et donc, du coup, dans ce scénario-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est dans les segments obligataires, c'est de faire des études et d'évaluer en fonction des différents scénarios ce qui peut se passer sur la performance des différentes classes d'actifs. Donc là, j'ai pris le marché obligataire. Donc, si on regarde en fait dans la première colonne, donc la bleu ciel, c'est le scénario si on avait une hausse de 1% des taux d'intérêt. Sur le scénario bleu clair, c'est si on avait un statu quo, et sur le bleu foncé, c'est si on avait une baisse de 1% des taux d'intérêt. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a certains segments, donc notamment le crédit à haut rendement, donc le crédit high yield, HY, que vous voyez en deuxième, ou le crédit structuré, ce qui s'appelle les CLO, ou même les bons du trésor à 2 ans, elles offrent une asymétrie positive. C'est-à-dire que peu importe le scénario, la performance attendue à 1 an, elle est positive. Peu importe le mouvement de taux. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on cherche à investir, voilà, on ne peut pas non plus tout prévoir les mouvements de politique monétaire, mais actuellement, bah, ces indices-là, et pas ces indices-là, pardon, ces classes d'actifs-là, ou ces sous-classes d'actifs-là, elles offrent en fait un taux qui est tellement élevé que en fait par ce rendement de l'actif va compenser une potentielle baisse ou hausse des taux. Donc bien sûr, si les taux d'intérêt baissent, la performance va se voir glorifiée, mais même si les taux d'intérêt venaient à remonter, parce que par exemple on aurait une inflation qui repart à la hausse, et ben ça aurait au final un impact important, mais un impact qui serait que minime puisque la performance resterait positive. Et donc ça, c'est le genre de choses chez Carmignac qu'on va regarder et sur lesquelles on va chercher justement cette asymétrie positive où peu importe le mouvement des banquiers centraux, on va aller vers des classes d'actifs qui offrent justement du rendement, peu importe le scénario macroéconomique. Alors, très intéressant. À présent, justement, côté microéconomie, tu as voulu justement donc aller sur la diversification, la recherche de la diversification, et cette fois-ci Mhm. côté marché action. Oui, alors exactement. Sur les marchés actions, euh, ce qu'on va regarder actuellement, donc on va avoir, là on l'a vu au mois de novembre, le marché assimilé que les taux pourraient voilà, un petit peu baisser ou en tout cas que la politique monétaire s'assouplisse un petit peu. Et donc du coup, on a eu le premier effet sur les valorisations, mais ensuite on va avoir le deuxième effet qui va être potentiellement de se diversifier. Alors les marchés financiers, vous le savez, ils voient toujours un coup en avance. Donc c'est-à-dire qu'ils voient quelque part, ils vont commencer à prendre en compte en 2024 l'après potentiel ralentissement, l'après récession. Et donc si on prend l'après récession, c'est-à-dire on va prendre en compte le fait que l'économie va repartir doucement pour peut-être 2024-2025, fin 2024, début 2025. Et donc les marchés financiers ayant cette vision, on va dire toujours le coup d'après, et ben, ce qui est intéressant, c'est de regarder justement dans quel secteur, par exemple, quel secteur pourrait bénéficier d'une reprise économique, quel secteur pourrait bénéficier, par exemple, d'une inflation structurellement plus élevée, on va regarder également les valorisations à travers le monde et voir quel pays, quelles zones géographiques nous semblent les plus favorables. Donc actuellement, si on regarde sur les zones géographiques, les États-Unis ont bien rebondi, hein, je le disais en 2023 comparé à l'Europe ou au marché émergent.
Actuellement, la zone euro, elle a quand même des valorisations qui sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis, un bénéfice par action qui est également plus faible, mais qui est quand même attractif. La zone euro est en ralentissement. S'il y a un redémarrage, c'est vraiment voilà, une zone qui peut être intéressante à regarder. De même, au niveau des secteurs, on se rend compte que il y a certains secteurs qui pourraient bien redémarrer après un ralentissement. On se rend compte aussi qu'on a des secteurs dans lesquels on a massivement sous-investi. Donc, c'est ce que je voulais mettre en évidence. Je pense au secteur des matériaux, de l'énergie. On a massivement sous-investi, ou en tout cas, on a changé un petit peu le braquet de l'investissement. À la différence du secteur de la technologie, on a massivement investi. Donc, bon, voilà, il y a eu de l'innovation, tout a suivi. Si on a besoin de plus d'investissement dans le secteur de l'énergie, de matériaux, sachant que c'est des secteurs qui ont généralement des valorisations un peu plus élevées, voilà, c'est plusieurs choses qu'on trouve chez Carmignac assez attrayant. En 2023, c'est quand même l'année des Magnificent Seven. Vous savez, c'est 7 entreprises américaines qui ont bercé, donc Nvidia, Apple, Microsoft, qui ont bercé les marchés et qui, sans elles, en final, les marchés financiers seraient aux alentours d'une hausse minime de 3-5% depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est un petit peu aller au-delà de ces 7 valeurs et aller chercher un petit peu de diversification où elles se trouvent. Je n'ai pas parlé des marchés émergents, mais les marchés émergents sont également adaptés à cette diversification. Donc, notamment si on a une pression moins importante de la part des banquiers centraux, on a un dollar qui ralentirait ou qui baisserait, et ça donne vraiment, ça pourrait donner un peu d'impulsion au marché émergent. Entendu. Alors, ton message du mois, c'est plutôt une question. Et la question, c'est de la résilience en 2023 à la récession en 2024 ? Point d'interrogation. C'est exactement ce dont on vous parlait. Actuellement, l'économie mondiale, on pense qu'elle devrait un petit peu résister en début d'année 2024, sous l'impulsion de ce qui s'est passé en 2023 et notamment sous l'impulsion des États-Unis. Néanmoins, le risque récessionniste, il revient quand même un peu fort. On l'avait presque oublié à un moment donné au cours de l'année. Et là, au fur et à mesure, on arrive à cette fin d'année 2023, on se dit que la récession, notamment aux États-Unis, pourrait arriver en 2024, plutôt au deuxième semestre. Et ce risque-là, il va avoir une incidence sur les taux d'intérêt, qu'ils soient des banques centraux ou des obligations et de la dette en général, et également sur les actifs, sur les actions, sur les valorisations, sur les zones géographiques. Donc voilà, ça va un petit peu être pour nous cette année le point important, c'est-à-dire ce risque de récession, comment il va être intégré par les marchés, si c'est possible de plus ou moins anticiper ou en tout cas d'avoir une vision là-dessus. Chez nous, je vous l'ai dit, notre vision, c'est qu'on a une relative, on va dire, un ralentissement très progressif en début d'année et avant de rentrer vraiment dans un ralentissement plus prononcé à partir de l'été 2024. Alors, dans le volet idées d'allocation, tu as voulu zoomer sur le fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Donc, fonds bien entendu disponible sur easybourse.com avec le code ISIN qui est ici. On va regarder tout de suite la fiche valeur. Je te laisse éventuellement commenter ton slide de présentation, puis ensuite on ira éventuellement un peu plus dans les différents éléments de la fiche valeur. Oui, bien sûr. Alors, justement, je voulais parler de ce fonds parce que c'était un fonds mixte, donc il peut investir à la fois dans les actions, dans les obligations, même dans les devises, qui investit en Europe, donc exclusivement en Europe. Donc, je vous parlais de diversification géographique et je vous disais que l'Europe pouvait être attractive. C'est notamment une des raisons pour lesquelles je vous parle de ce fonds aujourd'hui. C'est un fonds, comme je vous disais, multiclasse d'actifs parce que si on arrive dans une récession, ça pourrait avoir un impact à la fois sur les taux et sur les actions. Donc, c'est une approche que nous, on privilégie chez Carmignac, l'approche patrimoniale. Je voulais mettre en avant justement cette vision qu'on avait, donc cette désinflation qui est quelque part cyclique et ce ralentissement de la croissance, comment on pouvait l'implémenter dans un portefeuille comme Patrimoine Europe, qui est justement un fonds mixte, comme je l'expliquais. Donc si on parle de désinflation cyclique et ralentissement de la croissance, ça veut dire qu'on atteint probablement un pic sur les taux directeurs des banques centrales, c'est ce que je vous expliquais. Et donc, dans un portefeuille, qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça a plusieurs incidences. On va chercher, par exemple, sur les actions, à se diversifier d'un point de vue sectoriel, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, on investit de façon via indices, sur des marchés, sur des indices, par exemple, de matières premières,
des matériaux. C'est des choses qu'on trouve intéressantes parce que les valorisations sont plus faibles. On va essayer de se diversifier également sur les devises. Donc, on le sait, au Japon, alors on a le droit à une exposition légère aux devises étrangères. Et en fait, on va regarder la relation entre l'euro et le Japon, parce que si l'euro est dans une période où on a atteint le point haut des taux directeurs, on a plutôt tendance à croire que ces taux directeurs pourraient baisser. Au Japon, on a une autre dynamique, on a une inflation qui continue potentiellement à monter, on s'attend à ce que la banque centrale réagisse. Et donc, si on a cette inversion, eh ben, peut-être que l'euro pourrait se déprécier vis-à-vis du yen. Donc, c'est quelque chose que nous, on va regarder et qu'on va justement essayer de profiter au sein de ce fonds, donc cette relation entre l'euro et le yen. Et ensuite, sur les obligations, on va aller vraiment sur des obligations, on va dire, autour de 2 à 5 ans, donc plutôt de court à moyenne duration, donc durée, parce que justement, s'il y a une baisse des taux directeurs, parce que la croissance ralentirait trop fortement et que les banques centrales réagissent, bah, ça pourrait bénéficier à ces obligations-là. Donc voilà un petit peu comment, à partir d'une vue macroéconomique, celle que je vous ai présentée, on peut implémenter dans un portefeuille diversifié les différentes vues. Alors, c'est un fonds qui est donc noté 4 étoiles Morningstar pour le coup, qui présente un risque modéré, donc pour le coup, et surtout qui a une dimension durable prononcée. On voit ici justement donc la fiche valeur. Alors, elle est aisément consultable simplement en mettant justement donc le libellé du fonds dans le moteur de recherche que voici, ou en mettant le code ISIN. Mais le libellé du fonds est beaucoup plus évident pour vous, donc Carmignac, Patrimoine Europe, tout simplement. Et du coup, vous avez la possibilité de visualiser un certain nombre d'informations supplémentaires concernant ce fonds, les 10 principales positions du portefeuille éventuellement, donc qui vous donne une indication sur le positionnement du fonds. Ensuite, on a également justement donc des éléments d'information sur l'allocation par actif, la répartition par zone géographique, la répartition par zone d'activité et un certain nombre d'informations également donc sur l'exposition justement donc de ce fonds à des domaines éventuellement ou pas controversés pour le coup. Donc 4 Globe Morningstar, c'est un très bon score pour un fonds d'investissement. Et donc est-ce que tu peux éventuellement ou est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur en fait tout simplement la répartition que l'on voit ou encore sur cette stratégie d'investissement ISR justement qui est adoptée? Oui, alors il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est un fonds géré activement. Donc on peut s'exposer de 0 à 50% aux actions, par exemple. Actuellement, on a une vision qui est un petit peu plus prudente suite au fort rebond du mois de novembre. Donc on a un petit peu pris des profits sur les actions. On est aux alentours de 25% investis en actions actuellement. C'est l'intérêt de ce genre de fonds de pouvoir justement gérer ses expositions de marché. Et voilà, dans des marchés qui sont de plus en plus macroéconomiques, dictés par les banquiers centraux, par ces mouvements-là, par l'inflation, justement, c'est un petit peu le retour de cette gestion active où il faut parfois se réexposer à des moments et savoir prendre les profits à d'autres. Et c'est l'intérêt justement de ce genre de fonds patrimoniaux. Donc une gestion réactive. Entendu. Du coup, on va passer à la session des questions-réponses. Denis, dans un premier temps, nous dit minute pédagogique plutôt optimiste, alors que le message du mois est plutôt pessimiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors c'est vrai que le message du mois peut paraître un petit peu pessimiste, hein. Quelque part, on dit de la résilience à la récession. Néanmoins, justement, c'était le point de cette minute pédagogique. Il y a des actifs qui sont capables, qui ont les reins assez solides pour supporter, par exemple, une potentielle récession, hein. Si vous vous souvenez de la minute pédagogique, voilà, on est à la recherche justement d'actifs qui pourraient bien se comporter dans cet environnement. Alors, si on parle des marchés obligataires, voilà, le marché du crédit high yield, donc à haut rendement, donc des rendements élevés, justement, il y a vraiment des rendements qui sont tellement élevés que même s'il y a les taux de défaut qui montent, même si on rentre en récession, donc les taux de défaut montent, même à des niveaux comme ceux de 2008, hein, malgré cela, les taux de rémunération actuels sont tellement élevés que en fait, la performance, elle serait
quand même positif parce que justement il y a cette asymétrie positive. C'est la même chose d'un point de vue des taux, hein, c'est ce que je vous ai montré. Donc c'est justement en fait, même si ça peut paraître, il y a optimiste d'un côté, pessimiste de l'autre, non, c'est juste la vue est plutôt pessimiste d'un point de vue économique, mais sur les marchés il y a des poches de valeur. Les taux sont quand même sont montés à des niveaux extrêmement hauts. On retrouve du rendement sur beaucoup d'instruments. Et par exemple le marché du crédit, ça offre vraiment justement cette asymétrie qu'on recherche et qui malgré une potentielle récession ou un ralentissement prononcé, bah, saurait tirer son épingle du jeu sur l'année 2024. Jean-Paul d'abord, qui dit « Vous semblez privilégier du coup les secteurs matériaux et énergie pour 2024. Est-ce qu'il y a des secteurs à éviter éventuellement aujourd'hui dans votre allocation ?» Alors, on privilégie secteurs et matériaux, ou en tout cas, on est plus positif qu'on a pu l'être par le passé sur ces secteurs-là, comme je vous l'expliquais. On a d'autres secteurs qu'on aime bien, par exemple le secteur de la santé, qui sont des secteurs un petit peu plus défensifs. Donc, dans un moment de ralentissement économique, ça peut être intéressant d'être dans des secteurs qui généralement surperforment. Hein, c'est des secteurs dits défensifs pour une bonne raison, c'est qu'ils surperforment dans des périodes de ralentissement. Ensuite, bah voilà, il y a des secteurs qu'on va peut-être regarder un petit peu moins, donc des secteurs plus cycliques. Je sais pas, je peux penser au secteur automobile dont on n'est pas forcément fan et encore moins en période de ralentissement. Je peux penser également, au final, à ces 7 entreprises qui ont très bien marché. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on va essayer de se désensibiliser. On va pas forcément tout vendre parce qu'il y a des entreprises. Alors, je parle pas dans ce fonds-là en l'occurrence, mais dans d'autres fonds chez Carmignac, parce que ce fonds-là, il investit qu'en Europe, mais dans ces entreprises américaines, les 7 plus grosses qui ont très bien marché, on va un petit peu se désensibiliser parce que la hausse a été quand même très importante et que voilà, on pense qu'il y a d'autres opportunités pour 2024 qui peuvent être plus attractives. Alors, dans le secteur de la santé, on a fait un petit peu des réajustements dans le fonds Carmignac Patrimoine Europe. Notamment, on a pris des profits sur Novo Nordisk. Novo Nordisk est la première capitalisation européenne qui fait ces traitements anti-obésité qui vraiment ont cartonné, vraiment, ça, pardonnez l'expression, mais sur l'année 2023 avec une performance qui a été énorme pour le titre. A contrario, le MSCI, donc le secteur de la santé, pardon, si vous vous souvenez bien, on en avait déjà parlé au cours de l'année, a connu une de ses plus grosses sous-performances par rapport au marché depuis 40 ans. C'est-à-dire que les marchés ont fait plus 15%, le secteur de la santé, il est aux alentours de zéro. Depuis le début de l'année. Donc ça veut dire qu'il y a des titres comme Novo Nordisk qui ont très bien marché, mais ça veut dire qu'il y a aussi des titres qui ont vraiment pas bien marché. Et donc, on va voilà, trouver des opportunités au sein de ces secteurs. On va essayer de chercher des titres voilà, qui ont peut-être moins bien performé à court terme, mais qui sont solides, qui ont des bilans intéressants, des entreprises un petit peu de qualité, on en a déjà parlé. Voilà, on a essayé un petit peu de réallouer comme ceci au sein du secteur de la santé, par exemple. Alors, Annie nous demande est-ce que Patrimoine Europe est éligible justement à l'assurance vie que l'on propose avec CNP Assurance. La réponse n'est pas celui-ci. En revanche, on a 4 unités de compte correspondant à des fonds Carmignac au sein justement de notre assurance vie. C'est notamment en fait Carmignac donc émergent, Carmignac Global Bond, donc en ce qui concerne l'obligataire, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine et enfin Carmignac Sécurité. Donc ce sont les 4 unités de compte qui sont aujourd'hui disponibles dans l'assurance vie. Donc du coup, Josiane qui nous dit ne faut-il pas vendre le secteur des matériaux de construction au deuxième semestre si l'on rentre en récession notamment? C'est une bonne question, c'est même une très bonne question parce que instinctivement on se dit si on rentre en récession, il y a moins de construction, on a moins besoin de matériaux, les prix des matières premières vont baisser, etc., etc. Alors déjà, il faut prendre en compte 2 choses. Je vous ai déjà dit, les marchés financiers, ils ont tendance à voir un coup en avance. Donc quelque part, en fait, et les valorisations de ce secteur le démontrent, on est à des secteurs qui ont déjà souffert. On a déjà un petit peu anticipé ce ralentissement. Deuxièmement, il y a un autre point, c'est que cette période de récession, elle pourrait potentiellement, au deuxième semestre, arriver aux États-Unis, mais être soutenue de l'autre côté par la Chine. Si la Chine commence à relancer son économie, les dernières fois que la Chine a relancé son économie, c'était via des plans d'infrastructure. Plan d'infrastructure dit construction, construction dit hausse des prix des matériaux, hausse des prix des métaux, et ça peut soutenir ce secteur. Donc en fait, on a encore une fois une asymétrie qui est plutôt positive, c'est-à-dire que beaucoup de mauvaises nouvelles ont été
intégrés dans les prix et on considère qu'il y a des bonnes nouvelles qui pourraient arriver, donc la probabilité est plus élevée, la symétrie que nous offre et quelque part le couple rendement-risque nous paraît attractif à ces niveaux. Juste donc une minute supplémentaire sur le fameux moteur de recherche éventuellement concernant les fonds d'investissement. Donc vous avez ici donc une rubrique qui s'appelle OPCVM, donc FCPR, SCPI pour le coup, et à l'intérieur vous avez donc recherche. Et pour le coup, donc vous avez ici un certain nombre de critères justement donc de sélection. Donc là, notamment le critère du PEA, donc voilà, donc qui vous permet d'avoir une liste de fonds donc éligibles au PEA. Et surtout, vous avez ici donc un onglet qui concerne les gestionnaires et la possibilité de chercher les fonds d'investissement par asset manager. Et donc vous avez ici Carmignac Gestion qui apparaît ici. Et donc, quand vous faites la recherche, vous avez la possibilité d'avoir donc, alors, Carmignac apparaît à travers deux onglets. Et donc, les deux onglets rendent compte de fonds d'investissement donc de Carmignac. Et donc, ça vous donne la possibilité du coup de regarder un peu. Donc, on est sur une dizaine de fonds au total, hein, une dizaine de fonds d'investissement donc de la société. Et voilà, donc sur soit des thématiques, soit des zones géographiques. Voilà, donc et vous avez la possibilité de visualiser de prime abord, notamment donc les notations, les performances, l'éligibilité au PEA. On a des fonds 5 étoiles, hein, donc le Emerging Debt ici par exemple, ou encore le Global Bond. On est en plein justement donc aujourd'hui thématique obligataire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser. C'est un fonds a priori qui est à un risque de 3 sur 7 et donc qui est noté 5 étoiles, donc qui mérite complètement qu'on s'y intéresse un peu plus attentivement pour voir éventuellement là aussi justement donc ce qu'il présente comme caractéristique phare. J'espère que tout ceci effectivement vous aura intéressé et surtout vous servira. N'hésitez absolument pas à revenir vers nous. Donc Annie demande s'il y a un enregistrement. Oui, complètement. Il y a un replay qui sera proposé. Donc voilà. Et moi de mon côté, je vais remercier donc William, un énorme merci à toi. Merci pour ton éclairage, merci pour ton accompagnement toute cette année, merci à Carmignac justement donc voilà donc de nous donner cet éclairage mensuel sur les marchés financiers. J'espère que voilà ça vous aura intéressé. N'hésitez absolument pas à poster vos remarques, à également nous poser des questions au niveau des replays que l'on met sur notre chaîne YouTube. On se fera vraiment un plaisir éventuellement de traiter vos différents éléments. Voilà, merci encore William, je vous souhaite une très très belle fin d'année, de très bonnes fêtes, voilà, avec tout plein de bonnes choses. Et puis je vous retrouve a priori en 2024 pour une nouvelle session du point mensuel avec Carmignac. Au revoir tout le monde. Au revoir William. Merci Imen et bonne fête à tous.